Arc-en-ciel. Arc-en-ciel, chaque dimanche, actualité, culture, économie, société et animation festive. Avec Abdelatif Arc-en-ciel, la chronique. Mesdames et messieurs, retour au direct. Et comme ça a été annoncé, nous sommes heureux d'être en ligne avec Eli Hatim qui répond toujours à notre demande et c'est un grand honneur pour nous de l'avoir parmi nous chaque fois on fait appel à lui et cette fois-ci il y a un dossier de taille qui est très important, notamment un pays cher, le Liban, qui est aussi cher pour M. Eli Hatim. Monsieur Eli Hatim, bonjour et bienvenue dans l'émission. Bonjour et merci de votre invitation. Écoutez, le plaisir est pour nous et comme vous le savez, le Liban est en train de passer quelques périodes très difficiles quand même. Donc, on n'a jamais cru que la rue il va être pleine de cette manière. Qu'est-ce qui se passe dans un premier temps sur le terrain libanais, s'il vous plaît? Bien, écoutez, d'abord, il y a une situation qui est pas simplement due au Liban, mais à d'autres pays, qui est celle de la corruption. J'ai été d'ailleurs le premier à avoir alerté l'opinion publique sur ce problème parce que en septembre dernier, j'ai eu une affaire de corruption pour laquelle j'ai été sollicité par un confrère libanais. Cette affaire, elle a été assez médiatisée au pays du Cèdre, c'est-à-dire au Liban. Bon, c'est un problème qui existe, certes, mais cet élément, si vous voulez, ou ce problème-là, est actuellement instrumentalisé. Pourquoi je dis instrumentalisé? Parce que la tournure que prennent ces différentes manifestations m'inquiète. Elle m'inquiète parce qu'il y a des forces extérieures qui sont en train d'infiltrer les manifestants pour semer la zizanie entre les Libanais. Et comme vous le savez, les Libanais sont hélas très divisés entre eux, non pas simplement les communautés entre elles, c'est-à-dire les différentes communautés, je dirais, socio-religieuses, parce que d'une part, vous avez les chrétiens, d'autre part, vous avez les sunnites, les musulmans chiites, les druzes, et ainsi de suite. Mais à l'intérieur de chaque communauté, il y a des divisions. Je vous donne un exemple, les communautés chrétiennes. Vous avez des chrétiens qui sont pour le général Aoun, d'autres qui sont pour les forces libanaises, c'était l'ancienne milice qui a commis quand même des exactions sur le terrain. Il y a également ceux qui sont avec l'ancien président Amin Gemayel ou avec un dirigeant donc du nord du Liban, Soleiman Frangieh, et j'en passe. Donc il y a une atmosphère très malsaine sur le terrain et une infiltration des manifestants pour essayer de créer des clashs entre les différentes factions, les anciennes factions politiques. Donc cela favorise ce fameux projet qui est en train d'être exécuté dans les pays arabes, au Moyen-Orient, mais même aussi en Europe, qui est la politique du chaos. Autrement dit, pour résumer les choses, il y a la chose suivante, c'est qu'aujourd'hui, certes, il y a un mouvement, je dirais, de ras-le-bol de la corruption, de la classe dirigeante politique, mais en même temps, ce qui est en fait un peu effrayant, c'est d'arriver à un chaos, parce que là, ça fait plus de 10 jours que ces manifestations sont en train d'avoir lieu sur le terrain, que l'ensemble des institutions, des établissements publics et privés sont fermés, ce qui cause un problème économique encore beaucoup plus important que celui qui a été provoqué par la corruption. Et puis donc il y a toujours cette crainte de l'avenir. Les manifestants demandent la démission du gouvernement. Bon, demander la démission du gouvernement, il ne faut pas tomber dans une crise que le pays du Cèdre a traversée, deux crises d'ailleurs. En 2014, à la fin du mandat du président Michel Suleiman, il a fallu attendre 2 ans
pour avoir une concertation et élire un président de la République. Ensuite, il a fallu attendre aussi 2 ans pour créer et constituer un gouvernement pour pouvoir gérer le pays. Aujourd'hui, démission du gouvernement, crise politique, autrement dit, une guerre civile sur le terrain entre les différentes familles, parce que les gens sont très divisés entre eux. C'est-à-dire, c'est conduire le pays vers le chaos. Ça me rappelle aussi la situation en Syrie, quand ça a éclaté avec les manifestations qui avaient eu lieu à Daraa, qui étaient au départ des manifestations qui étaient tout à fait légitimes pour faire des réformes. Et donc, c'est la raison pour laquelle je suis très inquiet pour l'avenir. Monsieur Eli Hatim, Liban, hier, la France, c'est quoi les points de similitude? Oui, écoutez, le parallèle, je vous explique le contexte, c'est que c'était en 1984 à l'Action française, le président de l'Action française, Pierre Pujaut, m'avait demandé de donner une conférence et j'avais réfléchi au thème qui était le Liban aujourd'hui, la France demain. Eh bien, aujourd'hui, avec le recul, je donnerai cette même conférence avec un thème qui est presque identique, mais en changeant les choses, c'est-à-dire la France aujourd'hui, le Liban hier, ou le Liban hier, la France aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que, bon, certes, les deux pays n'ont pas la même histoire, n'ont pas la même construction sociale, n'ont pas le même environnement, la même géopolitique, c'est complètement distinct. Mais ce qui s'est passé, c'est-à-dire au Liban aussi bien qu'en France, il y a eu la provocation de certains facteurs sociaux utilisés par ceux qui veulent créer la déstabilisation de l'État, le chaos, la guerre civile et puis l'effusion de sang. Donc c'est pour cette raison que je suis en train, que ce soit en France et que ce soit au Liban, d'alerter l'opinion publique pour que cette opinion publique ne tombe pas dans le piège de ceux qui exploitent la situation et les facteurs sociaux qui existent pour diviser et pour créer en fait un cycle de violence et la mise en cause des institutions étatiques. Alors que ça soit au Liban en 1974 et 1975 et que la France aujourd'hui. Alors pourquoi cette similitude ? Parce que les méthodes utilisées sont les mêmes. Au Liban, il faut dire qu'en 1969, le gouvernement et les dirigeants politiques libanais ont été poussés par les Américains, ils ont été poussés par l'extérieur d'aller au Caire signer un accord en vertu duquel on avait donné la possibilité aux Palestiniens d'utiliser les armes sur le territoire libanais. Eh bien, cela était légitime, selon le droit international public, pour leur résistance nationale, autrement dit, pour aller reconquérir leur terre d'origine, c'est-à-dire la Palestine occupée par l'entité sioniste. Alors, ce qui s'est passé, comme en France aujourd'hui, un pays très libre, le Liban jouissait également, comme toujours d'ailleurs, de cette ouverture des frontières qui a laissé pénétrer sur son territoire une pléthore de personnes qui appartiennent aux différents services secrets. Et comme vous le savez, à Beyrouth se tramaient toutes les révolutions, tous les différents coups d'État dans le Proche et le Moyen-Orient en raison de ce bouillonnement, si vous voulez, de ces différents services qui se trouvaient au Liban. Eh bien, on a, par l'intermédiaire de ces services-là, on a glissé à l'oreille des Palestiniens, de la résistance palestinienne, qu'il aurait été possible, et plus simple d'ailleurs, d'occuper le Liban grâce aux armes qui leur ont été fournies, en particulier par la CIA américaine. Je peux même vous donner des noms, parce que je connais les gens qui on aimerait bien, monsieur Eli Hatim. Écoutez, je peux vous dévoiler que maintenant il est décédé, Sarkis Soganalian. C'était un type qui était marié avec l'une des filles donc d'un commandant assez important de la 6e flotte, le commandant en chef de la 6e flotte américaine qui était au Liban et qui était responsable de la CIA. Leur objectif, c'était d'armer
les Palestiniens pour s'attaquer au Liban. La résistance palestinienne à l'époque, ce n'était pas le Hamas d'aujourd'hui, c'était une résistance principalement, majoritairement, qui a été guidée par des chrétiens palestiniens d'ailleurs. Et s'était créée cette tension entre les Palestiniens et les Libanais. Pour quelle raison? Pour affaiblir l'État libanais, l'armée libanaise. Et c'est ce qui a provoqué, quelques années plus tard, en 1974 et 1975, une guerre civile et l'effritement de l'institution militaire libanaise, une guerre civile qui a commencé entre les deux principales coalitions, je dirais, communautaires, les communautés chrétiennes et les communautés musulmanes. Je parle des communautés. Ce n'était pas du tout une guerre de religion parce qu'à l'époque, les musulmans étaient les moins croyants et moins pratiquants surtout, alors que les chrétiens, ils étaient beaucoup plus d'ailleurs pratiquants que les musulmans. Et je vous donne un exemple, les femmes en mini-jupe ou en micro-jupe, c'était les femmes musulmanes, alors que les chrétiennes, c'est simplement de continuer parce que c'est très important pour vos auditeurs. Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'on est passé d'une guerre entre les Palestiniens et les Libanais à une guerre interlibanaise entre les communautés, non pas en tant que religion, mais en tant que communauté sociale. Et puis après, on est passé à une guerre entre les communautés les unes contre les autres. Et qu'est-ce que je vois? Et c'est très important. Il y a des meneurs de pensée, c'est-à-dire qu'il y a des politologues, des journalistes qui mettaient de l'huile sur le feu, qui mettaient les Palestiniens à dos contre les Libanais, et puis après les Libanais contre les Palestiniens, les chrétiens libanais contre les musulmans libanais contre les chrétiens. Et qu'est-ce que je vois? Comme par hasard, le nom de certains journalistes qui ont joué ce sale jeu au Liban, ils sont les mêmes aujourd'hui, dans certains, qui sont en France et qui sont en train de semer la même tisanie en jouant avec les facteurs qu'ils ont eux-mêmes favorisés et créés avec le problème migratoire, avec l'incapacité... Donc, ceux qui sont sur la scène maintenant, qu'on les voit, est-ce qu'il y a-t-il possibilité d'avoir quelques noms? Écoutez, il y a des noms, je ne citerai pas, mais je peux vous certifier, et les auditeurs peuvent voir, certains journalistes qui se disent donc libanais ou d'origine libanaise ou nés au Liban et qui ont déstabilisé le Liban et qui sont en train, avec la même rhétorique, déstabiliser la France. Une petite recherche peut être faite par vos auditeurs et ils découvriront certaines... Monsieur Google est disponible, hein, donc ce n'est pas difficile de le savoir. Hein, donc dans ce cas-là, je demande à notre auditoire de chercher et faites la comparaison par rapport à cette déclaration forte de M. Eli Hatim, comme quoi ça se confirme davantage cette notion de complot par rapport à notre pays, la France. Vous le savez, M. Eli Hatim, je suis accompagné aujourd'hui avec M. David Valla, qui est un ancien djihadiste et qui est là aujourd'hui parce qu'il nous a fait une déclaration très importante, comme quoi il était approché par des pétrodollars afin de le faire engager actuellement. J'ai dit actuellement. Donc ce n'est pas ces gens-là. Donc ça continue. Vous avez à maintes reprises dans notre émission, vous avez bien expliqué le rôle de ces pétrodollars par rapport en tant qu'acteur de ce chaos, hein, donc surtout sur le plan religieux ici en Europe et notamment, bien entendu, ici en France. Je pense que M. David Valla souhaite vous poser une question concernant cette situation qui est un petit peu confuse et qui pose un réel problème en termes de stabilité et de vivre ensemble ici en France. Merci Monsieur El Hatim pour votre intervention. Je vous remercie par avance de répondre à ma question. En fait, je pense que les Libanais, tout comme les Algériens d'ailleurs, ont une très grande expertise de ce qui est à l'œuvre aujourd'hui en France. Si vous deviez nous donner un conseil, si vous deviez conseiller et les citoyens et les décideurs éclairés de ce pays, quel serait-il? Eh bien, écoutez, merci Monsieur Valla pour cette question. C'est que ce n'est pas les conseillers, plus que les conseillers, je les alerte de être très, très, très vigilants, ne pas tomber dans le piège de ceux qui sont en train de diviser, de mettre de l'huile sur le feu. En France, aujourd'hui, comme vous le savez, il y a une situation telle quelle, moi je parle ouvertement, je n'ai pas de complexe, il y a eu une arrivée massive
de gens d'origine immigrée, que ce soit des pays francophones ou des pays non nécessairement francophones, mais qui sont sur le territoire français. Il n'y a pas eu un effort pour assimiler et intégrer ces gens-là. Et le pire, il y a eu quand même une instrumentalisation des dernières décennies du facteur religieux à des fins politiques, non pas simplement en France, mais dans l'ensemble du monde. Mais la France a payé récemment donc le prix. Et il y a aujourd'hui une stigmatisation de ces populations-là. Et on traite en fait, d'une part, vous avez les Français laïcs, et d'autre part, vous avez les gens qui sont d'origine musulmane ou de religion ou de culture, je dirais, d'origine musulmane de l'autre côté. Et il y a des gens qui sont en train de mettre de l'huile sur le feu, d'assimiler tous les musulmans aux islamistes, et puis profiter de certains actes terroristes qui se passent, des attaques sur le territoire français, pour montrer du doigt la responsabilité de cette partie en fait de la population et pour monter l'autre catégorie contre elle. Et donc c'est la raison pour laquelle il faut être très vigilant, ne pas tomber dans le piège de ceux qui veulent diviser, de ceux qui veulent créer une guerre civile en France, créer le chaos au profit en fait de ceux qui vont récolter le résultat escompté et profiter d'un point de vue économique et financier en affaiblissant non pas simplement la France, mais le continent européen. Les choses sont claires, Monsieur Eli Hatim, et merci infiniment d'avoir mettre l'accent, surtout dans ces moments-là. Parce qu'il y a, pour que je parle la vérité, hein, tout le monde commence à se poser des questions. Qu'est-ce qui se passe? En France, on est en pleine chute d'une manière vertigineuse, et notamment on voit un grand nombre de médias qui n'ont rien à faire que ça. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Un jour inouï, opposite qui a été faite sur Facebook, hein, donc il n'y a que le voile par-ci par-là, et même la météo, ils disent que le ciel est voilé. Donc, donc effectivement, le ciel est voilé ici à Lyon. On risque d'avoir un orage. Alors donc, ça commence à bien faire. La France est un pays laïque. La France est gérée par des lois. La France n'est pas un pays religieux. C'est un pays composé de plusieurs religions. Quels sont, vous êtes un avocat, M. Eli Hatim, avant tout, quelles sont, selon vous, les démarches à suivre pour toute personne qui subit une injustice dans ce sens? Eh bien, écoutez, d'abord, tout ce problème vient de cette formule qu'on a donnée à la France, qu'on a voulu depuis plus de 2 siècles, de la déraciner, de la couper, en fait, de son identité réelle. Et pourquoi je suis donc en fait contre ce système? Parce que de tout temps, la France, et on le sait, c'est que vous ouvrez les livres d'histoire, c'est un pays catholique, à majorité écrasante catholique. Comme le Liban est un pays multiconfessionnel avec sa spécificité, ou ses spécificités, la France est un pays qui a ses spécificités, qui est un pays qui était chrétien catholique. Donc on a attaqué cette structure, cette construction sociale pour créer et construire un État qui, soi-disant laïque, bon, je ne suis pas contre la séparation en fait de l'Église et de l'État qui est une chose, mais la laïcité à la française est une autre. C'est plus qu'une laïcité, c'est une dictature en fait laïciste et qui ne tolère pas ceux qui ne croient plus dans cette nouvelle religion d'État. Or, si la France est restée un pays véritablement catholique, comme ça l'a toujours été, elle aurait mieux respecté les autres croyances ou non-croyances, que ce soit les athées, les musulmans, les protestants, les juifs ou les autres, ils auront été beaucoup plus respectés dans leurs croyances ou non-croyances sur le territoire. Alors, figurez-vous, qui est-ce qui a mené toute la lutte contre le clergé chrétien? Eh bien, c'était au nom de la laïcité. Aujourd'hui, qu'est-ce qui mène toute cette guerre, en fait, ou cette lutte, en fait, contre les Français qui sont de culte, en fait, musulman, ou
ou de religion musulmane. C'est au nom de la laïcité que cette guerre est menée. Et donc, c'est la raison pour laquelle il faut revenir aux sources, à la véritable identité française, qui est une identité tolérante. Je vous donne un autre exemple pour illustrer cela. En fait, au début du 19e siècle, il y a un mouvement nationaliste qui a commencé en fait un peu partout dans le monde, en particulier en Europe. Et avec ce mouvement, il y a eu cette idée de créer ce qu'on appelle le judaïsme politique et qui a conduit à la fin du 19e siècle à la création du sionisme. Et pour renforcer cela et pour montrer aux différents Européens qui étaient de religion juive qu'ils ne pouvaient pas faire partie en fait de ces différentes sociétés européennes, il a fallu créer un événement pour les booster en fait et leur montrer qu'ils ne peuvent pas le faire, et c'était l'affaire Dreyfus. Où l'affaire Dreyfus a eu lieu? En France. En France, c'était le pays qui était le plus tolérant par rapport aux autres pays européens. Et c'était pour pointer du doigt que la France, ce pays qui enregistre une très grande tolérance, ce pays est regardé et a une certaine appréhension vis-à-vis des citoyens ou des sujets français qui sont de religion juive. Eh bien, c'est la raison donc, pour laquelle j'appelle toujours à cette prudence. Écoutez, Monsieur Eli Hatim, merci d'avoir accepté notre invitation. Donc, par rapport à cette thématique qui fait la une, propagande, ces tambours de guerre civile qui sont en train de prendre de l'ampleur jour après jour, ça fait maintenant plus qu'un mois que ça continue comme ça, et il est temps qu'on s'assoit à table, parce qu'il y a d'autres problèmes qui occupent les Français, et notamment aussi ceux qui vivent sur ce sol qui est le sol français. Et il y a d'autres problèmes, notamment en termes d'éducation nationale. Juste une réflexion à titre personnel, sincèrement, s'il n'y avait pas cette femme voilée pour amener ces gamins n'iront pas voir cette temple qui est temple de la démocratie, le Conseil régional de Dijon. J'estime, et il est temps qu'on revient à la loi, puisque vous êtes un homme de droit. Je pense qu'il n'y a que la loi qui prime, M. Eli Hatim. Eh bien, écoutez, il y a deux choses. Il y a la loi, certes, mais il y a aussi, comme vous avez dit, il y a quelque chose de très important, de culturel. Il faut quand même apprendre aux gens un certain respect de certaines valeurs. Or, les valeurs ont totalement disparu, malheureusement, avec la République et avec le développement actuel de la société occidentale, en particulier la société française. Et il y a tous les ingrédients qui ont été utilisés. Il y a, comme vous avez souligné également, le travail donc des médias qui est en train donc de forger les esprits, de transformer les esprits, de créer ce sentiment en fait de différenciation et de haine chez les uns et les autres. Pourquoi? Parce qu'on est en train de créer la peur, de provoquer la peur chez les uns et chez les autres pour créer ces facteurs de dissension. Or, le problème, toujours aujourd'hui, ce n'est pas ce problème de population, ce n'est pas la faute des étrangers qui sont venus s'installer ici en France et qui n'ont pas peut-être su s'adapter à la culture française. Mais c'est la faute, je dis toujours, de ces politiques, des hommes politiques chez les uns et puis les autres, et ces responsables-là qui ont provoqué la situation dans laquelle nous nous trouvons. Je vous ai parlé tout à l'heure quand je vous ai dit cette fameuse conférence que j'ai donnée, c'était le Liban aujourd'hui, la France demain. Aujourd'hui, donc c'est la France aujourd'hui et le Liban hier, la France aujourd'hui, parce que ce sont les mêmes facteurs qui ont été provoqués, qui ont été travaillés pour aboutir en fait à ces conséquences-là, et pour pouvoir mettre de l'huile sur le feu et prétendre venir l'éteindre. Mais on ne l'éteindra pas parce que c'est les pompiers pyromanes. C'est d'attiser le feu, créer une tension et puis provoquer, comme ce qui s'est passé au Liban à partir de 1975 jusqu'en 1990. Monsieur Eli Hatim, avocat à la Cour, docteur en droit, officier dans l'ordre de Cèdre, chevalier dans l'ordre des Palmes académiques, enseignant. Merci d'avoir accepté notre invitation et je vous dis à très bientôt.
À très bientôt à vous aussi. Merci. Merci. Au revoir, monsieur. Au revoir. Arc-en-ciel. Arc-en-ciel, chaque dimanche, actualité, culture, économie, société et animation festive. Avec Abdelatif Arc-en-ciel, la chronique. Arc-en-ciel info. Arc-en-ciel, animation festive.